L'expression « travail à la chaîne » évoque pour tous un travail pénible, répétitif, où le travailleur est intégré dans un circuit de production, dont il n'est qu'un moment infime du processus de construction et d'assemblage. Assurément, les cinéphiles associeront cette activité au film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, qui illustre parfaitement la monotonie et la séquentialisation d'une telle mise en œuvre productive. Une telle représentation doit cependant nous interroger. Si ce travail est si absurde, comment parvient-il à produire de la valeur marchande ? Si ce travail est si aliénant et déshumanisant, comment trouve-t-il les travailleurs indispensables à son fonctionnement ? Cette façon de travailler s'impose avec une telle force et d'une façon aussi uniforme dans tous les lieux du globe terrestre, il doit être possible de comprendre pour quelles raisons. Pour répondre à la question « Pour quelles raisons l'homme travaille-t-il à la chaîne ?», il faut d'abord, me semble-t-il, répondre à une question plus fondamentale. Pourquoi l'homme travaille-t-il ? C'est ce que je vais faire maintenant. Est-ce en vertu d'une tendance personnelle à la paresse ou d'un trait universellement partagé ? Il me semble qu'une des questions les plus pressantes de l'existence ordinaire soit celle de la nécessité du travail. L'urgence de cette question apparaît, nous semble-t-il, dans les multiples réponses apportées par les différentes religions. Si nous prenons le temps d'écouter ce que le texte de la Genèse a à nous dire, nous entendrons ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Genèse 1,27. Il n'est nullement question de travail, ici, au jour premier de la vie humaine. Au contraire, tout semble ordonné dans la nature pour que l'homme n'ait pas à travailler, et qu'il puisse profiter de l'opulence et de la générosité de la nature créée par Dieu. Si cette oisiveté initiale ne nous semble pas coupable, c'est parce qu'elle est pour nous celle d'un âge d'or où l'animal humain soit ne s'est pas encore pleinement affranchi de sa nature animale, soit n'a pas rompu définitivement avec sa parenté divine. Ici, le christianisme et le paganisme grec se rejoignent d'une façon troublante. Ovide, dans les Métamorphoses, ne semble pas dire autre chose et décrit, sous les traits d'un âge d'or, un véritable paradis terrestre. Je vais citer donc Ovide. La terre, sans être sollicitée par le fer, ouvrait son sein et, fertile sans culture, produisait tout d'elle-même. L'homme, satisfait des aliments que la nature lui offrait sans effort, cueillait les fruits de l'arbousier et du cornouiller, la fraise des montagnes, la mûre sauvage qui croît sur la ronce épineuse et le gland qui tombait de l'arbre de Jupiter. C'était alors le règne d'un printemps éternel. Les doux zéphyrs, de leur tiède haleine, animaient les fleurs écloses sans semence. La terre, sans le secours de la charrue, produisait d'elle-même d'abondantes moissons. Dans les campagnes s'épanchaient des fontaines de lait, des fleuves de nectar, et de l'écorce des chênes, le miel distillait en bienfaisante rosée. Ce que nous enseignent ces récits mythiques, c'est que cet âge d'or où l'homme pouvait s'abstenir de travailler est définitivement révolu. Est-ce parce que la nature a cessé de pourvoir généreusement à nos besoins ? Est-ce parce que Dieu a voulu punir l'humanité que les êtres humains se voient contraints à trimer, en grec pénomai, la peine dans le travail ? L'activité laborieuse, ponos en grec, n'apparaît donc pas primitivement comme un choix, mais comme une nécessité, et par celle-ci une espèce de souffrance, de peine, qui nous arrache à l'oisiveté originelle. Se poser la question de savoir pourquoi on travaille, c'est déjà d'une certaine manière l'expression d'un luxe insolent. Pouvoir questionner la nécessité du travail, c'est déjà, d'une certaine manière, témoigner d'un certain recul, de la capacité à ne pas s'y soumettre complètement. Pour l'immense majorité des travailleurs, la raison est si évidente qu'elle n'a pas à être opposée. Au fond, la faim qui s'impose à l'homme le pousse naturellement à l'effort et au labeur. Le travail apparaît alors comme une nécessité. Nécessité dont nous pouvons certes réduire l'intensité, nous ne risquons pas notre vie comme ceux qui jadis travaillaient à la mine, nous pouvons en réduire la durée, le temps de travail ne cesse de diminuer au fur et à mesure des années, si on en croit les données de l'OCDE, et nous pouvons également réduire la pénibilité, le travail nous use moins qu'avant. Quels que soient les efforts déployés pour rendre cette activité moins pénible et moins contraignante, elle n'en reste cependant pas moins nécessaire et pénible du fait même de cette nécessité. Ne serait-il pas alors préférable de rendre le travail plus efficace, de façon à le rendre plus productif, et par là plus rémunérateur, pour que cette tâche, toute pénible qu'elle soit, produise de quoi garantir à l'homme une existence sereine,
arrachés aux besoins. C'est au fond, ni plus ni moins, ce que nous promet la mise en place du travail à la chaîne, et que nous allons étudier dès à présent. Je vais essayer donc maintenant de définir un peu plus précisément ce qu'est ce travail à la chaîne. Les managers et ceux qui se chargent de l'inhumaine gestion des ressources humaines aiment à s'attribuer l'invention de la totalité des méthodes du travail moderne, dont le travail que l'on appelle à la chaîne fait partie. Ils vont même jusqu'à le baptiser taylorisme, en hommage à Frédéric Taylor, qui en serait le théoricien fondateur. Mais en réalité, cette organisation du travail est dérivée de l'idée du philosophe Adam Smith et de ce qu'il appelle la division du travail, dont il explicite le fonctionnement dans la recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Je vais donc citer ici Adam Smith et vous raconter la petite histoire là, de la fabrique d'épingles. Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais où la division du travail s'est souvent fait remarquer. Une manufacture d'épingles. Un homme qui ne serait pas façonné à ce genre d'ouvrage, dont la division du travail a fait un métier particulier, ni accoutumé à se servir des instruments qui y sont en usage, dont l'invention est probablement due encore à la division du travail, cet ouvrier, quelque adroit qu'il fût, pourrait peut-être à peine faire une épingle dans toute sa journée, et certainement, il n'en ferait pas une vingtaine. Mais de la manière dont cette industrie est maintenant conduite, non seulement l'ouvrage entier forme un métier particulier, mais même cet ouvrage est divisé en un grand nombre de branches, dont la plupart constituent autant de métiers particuliers. Un ouvrier tire le fil à la bobille, un autre le dresse, un troisième coupe la dressée, un quatrième en pointe, et un cinquième est employé à émoudre, le bout qui doit recevoir la tête. Cette tête est elle-même l'objet de 2 ou 3 opérations séparées. La frapper est une besogne particulière, blanchir les épingles en est une autre, et c'est même un métier distinct, et séparé que de piquer les épingles sur un petit papier. Enfin, l'important travail de faire une épingle est divisé en 18 opérations distinctes, ou environ, lesquelles, dans certaines fabriques, sont remplies par autant de mains différentes, quoique dans d'autres, le même ouvrier en remplisse 2 ou 3. J'ai vu une petite manufacture de ce genre qui n'employait que 10 ouvriers, et où par conséquent, quelques-uns d'entre eux étaient chargés de 2 ou 3 opérations. Mais quoique la fabrique fût fort pauvre et par cette raison mal outillée, cependant, quand ils se mettaient en train, ils venaient à bout de faire entre eux environ 12 livres d'épingles par jour. Or, chaque livre contient au-delà de 4000 épingles de taille moyenne. Pour comprendre le gain permis par une telle mise en œuvre du travail, la division du travail, essayons-nous un peu de mathématiques. Alors, pas d'inquiétude, nous en resterons au niveau tout à fait élémentaire des multiplications et des produits en croix. Sans la division du travail, un travailleur produit peut-être une épingle, à coup sûr il n'en produit pas 20. Optons pour la facilité, disons qu'il en produit une dizaine par jour. Sous la direction éclairée de l'entrepreneur, si les travailleurs s'organisent et se répartissent les tâches en ne conservant que le plus petit nombre possible de tâches par personne, une seule étant l'idéal, alors gagnant en efficacité, éliminant les déplacements inutiles entre les différents postes de production et en intégrant comme autant de réflexes les gestes de la production, on gagne considérablement en productivité puisqu'avec 10 ouvriers, on pourrait produire alors pas moins de 48 000 épingles par jour. La productivité est donc multipliée ici, dans le cas particulier, par 480, ce qui, chacun en conviendra, représente un gain considérable. On ne manquera pas de le remarquer, cette présentation est un peu biaisée, peut-être même un peu caricaturale, ce que confirme par ailleurs un certain nombre de philosophes et d'économistes, notamment le chercheur Jean-Louis Possel, qui, dans la revue d'économie politique, mobilise 2 situations historiques précisément documentées sur la production d'épingles. La première concerne une petite entreprise à Paris au XVIe siècle, et la seconde applique à peu près à la même époque la division du travail dans une usine à l'Aigle en Normandie. Je vous cite donc ici l'article écrit par Jean-Louis Possel. Les 2 situations de production existent à des moments différents. La première est celle des artisans de Paris au XVIe siècle, réalisant toutes les étapes. Ils produisent environ 2000 épingles par jour. La deuxième est celle des épingliers de l'Aigle, avec une division du travail et produisant plus 5000 selon les chiffres de Perronnet, ce qui est proche des 4800 indiqués par Smith. On a donc une augmentation de la productivité de 150%, alors que le processus est passé d'une production polyvalente à une production divisée. Le raisonnement comparatif est ainsi reconstruit plus sûrement. L'effet de la division du travail est moindre qu'Adam Smith le croyait, mais il est réel. Donc là, l'examen attentif du propos de Smith nous conduit à formuler quelques réserves. Mais il faut néanmoins reconnaître la part de vérité suivante. Séquentialiser la tâche complexe du travail en une somme de tâches simples, chacune confiée à un travailleur spécifique, conduit à une nette augmentation de la productivité. Cette nouvelle organisation du travail est doublement avantageuse. Elle ne nécessite ni machine nouvelle, ni formation du personnel, et elle augmente de façon considérable la productivité. Maintenant, il me semble qu'à cette division du travail s'ajoute une imposture managériale que nous allons tenter de décrire, cette fois-ci en mobilisant Frédéric Taylor.
Maintenant que nous avons établi de quelle façon la division du travail permettait d'augmenter la productivité, il nous faut maintenant réfléchir à ce qu'il convient de faire de ce gain et à qui ce gain doit profiter. Comme le fait Marx, on peut distinguer le prolétaire et le bourgeois, en ce que le premier ne possède rien d'autre que sa force productive, qu'il dépense quotidiennement, qu'il doit reconstituer dans le repos, tandis que le second possède l'ensemble des moyens de la production, les locaux, les matériaux, les outils, les fonds, par lesquels les travailleurs produisent. Les uns et les autres se partagent ensuite la valeur de la production dans des proportions qui sont déterminées par les conditions sociales et matérielles, qui sont, il faut bien le reconnaître, bien souvent à la faveur des possédants. Pour s'assurer que le travail soit bien fait, les propriétaires déploient donc une classe intermédiaire chargée de surveiller les ouvriers, de mesurer les indices productifs et de faire l'ensemble des tâches à ceux qui sont chargés de les accomplir. Ces individus chargés des ressources humaines sont appelés managers, gestionnaires, contrôleurs, et ils sont associés aux intérêts bourgeois afin d'être concrètement mêlés à leurs objectifs. Voici qu'à l'anecdote Taylor, fondateur de ce qu'il appelle le management scientifique, raconte assez fièrement pour nous aider à comprendre en quoi consiste sa profession. Donc je cite maintenant les principes du management scientifique de Taylor. La scène se passe aux États-Unis en 1898 dans une aciérie. Une équipe charge dans des wagons des gueuses de fonte. Chaque ouvrier prend une gueuse, pesant 40 kg chacune, avance sur un plan incliné qui conduit au wagon et jette sa charge dans le fond. Au bout de sa journée, il a ainsi transporté 13 tonnes. Un monsieur s'approche de l'un des ouvriers, un petit Hollandais. « Vous gagnez 1,15 $ par jour, je crois, dit le monsieur. Voulez-vous gagner désormais 1,85 $? Que faudra-t-il faire ? C'est tout simple. Quelqu'un viendra demain et vous ferez exactement ce qu'il vous dira toute la journée. Quand il vous dira de prendre une gueuse et de la transporter, vous le ferez. Quand il vous dira de vous asseoir et de vous reposer, vous le ferez, sans discuter. Un bon ouvrier fait ce qu'on lui dit et ne discute pas. Nous verrons de quoi vous êtes capable. Le lendemain, les choses se passent exactement ainsi. Le petit Hollandais se met au travail toute la journée. L'homme qui se trouve auprès de lui avec un chronomètre lui dit « Maintenant, ramassez une gueuse et transportez-la. Maintenant, asseyez-vous et reposez-vous. Travaillez, reposez-vous. » Le petit Hollandais obéit sans discuter. Et à 5h30, il touche en effet 70 cents de plus que d'habitude. Il faut préciser que ce jour-là, il n'avait pas manipulé 13 tonnes, mais 50. Si l'on en croit l'auteur de ces lignes, la direction avisée qu'il prodigue à cet ouvrier lui permet de multiplier par 3,8 le volume global de sa production. Ce qui, reconnaissons-le, n'est pas rien. Il lui promet en échange de sa bonne volonté et de sa soumission d'augmenter son salaire de 70 cents, qui passe de 1,15 $ par jour à 1,85 $, soit une augmentation de 62% avec un faible coefficient multiplicateur de 1,62. On comprend alors que l'ensemble et l'essentiel du gain de la production est capté par le manager, qui doit bien se rémunérer, et redirigé vers le patron qui profite de cette organisation du travail sans avoir à fournir le moindre effort. Non seulement le moindre effort supplémentaire. Non seulement le travailleur est spolié dans la répartition des gains de la production, mais il est en plus progressivement enfermé dans une tâche de plus en plus ingrate, dont il finit par être prisonnier. Tocqueville le pressentait déjà dans l'explosion de la croissance industrielle que connaissait son époque, et dont il a été le témoin attentif lors de son voyage d'études en Amérique. Voilà ce qu'il en dit. Je cite maintenant Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Quand un artisan se livre sans cesse et uniquement à la fabrication d'un seul objet, il finit par s'acquitter de ce travail avec une dextérité singulière. Mais il perd, en même temps, la faculté générale d'appliquer son esprit à la division du travail. Il devient chaque jour plus habile et moins industrieux. Et l'on peut dire qu'en lui, l'homme se dégrade à mesure que l'ouvrier se perfectionne. Que doit-on attendre d'un homme qui a employé 20 ans de sa vie à faire des têtes d'épingle ? Et à quoi peut désormais s'appliquer chez lui cette puissance intelligence humaine qui a souvent remué le monde, sinon à rechercher le meilleur moyen de faire des têtes d'épingle. Lorsqu'un ouvrier a consumé de cette manière une portion considérable de son existence, sa pensée s'est arrêtée pour jamais près de l'objet journalier de ses labeurs. Son corps a contracté certaines habitudes fixes dont il ne lui est plus permis de se départir. En un mot, il n'appartient plus à lui-même, mais à la profession qu'il a choisie. Il ne me semble guère possible de mieux qualifier ce processus par lequel l'homme se perd lui-même que le terme d'aliénation. Alius, ali en latin, signifie l'étranger. S'aliéner, c'est se vendre à autrui et par là devenir étranger à soi. Les mots de l'auteur sont sans équivoque. Il n'appartient plus à lui-même et ne font que confirmer cette interprétation en le réduisant à son identité professionnelle et à sa fonction productive. On comprend alors que ne pouvant réclamer ni la paternité créative ni la possession économique, tout le temps passé à trimer apparaît comme une vague supercherie où l'ouvrier consent à sa propre dépossession.
La logique managériale pourrait-elle alors conduire à une diminution de la production en privant les travailleurs de toute réflexion, de toute astuce et de la possibilité même de développer une certaine forme d'expérience et par là d'expertise? Mais le travail à la chaîne, ce n'est pas seulement la division du travail, c'est aussi une organisation dans laquelle la machine prend place, aux côtés de l'homme, afin de lui permettre de s'acquitter de sa tâche avec toujours plus d'efficacité et de rapidité. Cela ne se réduit pas à un travail séquencé, mais à une organisation industrielle dans laquelle le produit à fabriquer circule entre les différentes étapes de production, le long d'un tapis mis en mouvement par une chaîne, ce que le film Les Temps modernes, dont j'ai parlé au début, illustre parfaitement. Le principal problème posé par le travail à la chaîne se trouve dans ses conséquences. La séquentialisation de la production conduit chaque ouvrier à ne participer qu'à une partie infime de l'ouvrage. Ce morcellement de la tâche ne laisse dans les mains du travailleur que quelques miettes insignifiantes qui ne sauraient conduire à une compétence complexe de conception et de réalisation. D'autant plus que partageant sa besogne avec la machine, il ne parvient plus à s'inscrire dans la communauté des travailleurs, ce qui contribue à faire disparaître la dimension sociale du travail. Le travailleur se fond alors dans une industrie mécanique, à l'intérieur de laquelle il ne finit par être rien d'autre qu'un rouage, si on en croit Karl Marx dans Le Capital, au chapitre consacré au développement de la production capitaliste. Je cite. « Tout enfant apprend très facilement à adapter ses mouvements aux mouvements continus et uniformes de l'automate. Là où le mécanisme constitue un système gradué de machines parcellaires, combinées entre elles et fonctionnant de concert, la coopération, fondée sur ce système, exige une distribution des ouvriers entre les machines ou groupes de machines parcellaires. La technique cesse alors d'être un outil pour que se constitue alors comme un milieu contraignant pour l'homme et pour ainsi dire une prison. L'homme se retrouve ainsi enchaîné. Mais ne nous est-il pas permis d'espérer que les machines, et plus particulièrement les robots, pourraient nous libérer de cette tâche ingrate, peut-être même punition divine que serait le travail? Ce que nous allons tenter d'étudier maintenant rapidement en mobilisant une certaine interprétation de la pensée de Descartes. Notre époque moderne se caractérise par la concrétisation des promesses de la technique. Après avoir rêvé dans les années 50 de robots qui nous libéreraient des tâches domestiques, nous sommes enfin capables de fabriquer de tels automates et concrétisons par là ce que René Descartes affirmait déjà dans son discours de la méthode au milieu du XVIIe siècle. Le progrès de la physique et l'invention des machines pourraient nous libérer de cette peine qu'est le travail. Je cite donc le discours de la méthode. Sitôt que j'eus acquis quelques notions générales touchant la physique, et que commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusqu'où elles peuvent conduire, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices, qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Faudrait-il poursuivre, plus que toute autre chose, l'étude de cette philosophie pratique, par laquelle, développant la technique, l'homme pourrait se débarrasser de la corvée du travail en la reléguant à des automates, privés de raison, de sensibilité, voués à accomplir nos plus basses besognes. Sous les effets conjugués de la miniaturisation et de l'intelligence artificielle, il semblerait que nous ayons bientôt à répondre à cette question. Mais la disparition du travail est-elle véritablement à souhaiter ? Si l'effort apparaît comme une dimension constitutive de notre humanité, la faire disparaître ne nous conduirait-elle pas à renoncer, au moins en partie, à notre nature propre d'être humain? Il faut donc s'intéresser aux conditions économiques dans lesquelles cette activité humaine ne contredira pas dans son processus son rôle émancipateur. Comme le dit Matthew Crawford dans l'éloge du carburateur, je cite, « Produire des hommes libres suppose une économie susceptible de favoriser la vertu de l'indépendance. Une économie où toute une série de types humains différents seront capables de trouver des emplois adaptés à leurs compétences. » Peut-être qu'un travail comme le travail à la chaîne doit être véritablement vu comme un travail qui est déshumanisant, comme un travail contraire à l'humanité, en dépit même de ses vertus productives. Nous conclurons donc en affirmant que l'objectif du travail est certes de produire, mais réduire cette activité à cette seule fin productive serait une erreur monumentale, puisque le travail est aussi ce qui doit ménager à l'homme sa place dans le monde, et c'est cette dimension contre l'obsession productiviste qu'il faut maintenant reconquérir. Je vous remercie.